Nous allons évoquer les préliminaires du mondial Qatar 2022. Le Comore et le Togo ont croisé les crampons aujourd'hui. Nous parlerons ensuite de la grande purge des sélectionneurs après la Coupe d'Afrique des Nations et puis le PSG qui affronte le Real Madrid le 18 septembre prochain avec Hervé Pisa, notre consultant sportif. Bonsoir Hervé Pisa. Bonsoir Samuel. Le Comore et le Togo se sont affrontés aujourd'hui. Le match s'est terminé sur un score d'un but partout. Avant d'aller dans le commentaire, nous allons regarder rapidement ce résumé avec nos confrères anglais. So then ready for the kick-off here at the Stade de Moroni. There's a chance in the middle, picked up here by Kosovi, and it's... Has it gone in? Yes, it has. And Togo have taken the lead here in Comoros. It was a scrappy goal, but they all count, and Laba Koju-Fodu there has managed to put the ball in the back of the net. The goalkeeper's going to be disappointed, so too the man on the line for Comoros. There's the shot there, and it was unable to be cleared. And the assistant over there clearly... Lawson. Better ball into the middle, and the header comes in from Laba, is saved, and then it's gone into the side netting from the centre forward. Well, that's the best real chance in the game, you'd have to say. Completely beat the offside trap, did Laba, and then just couldn't quite get it the other side of the goalkeeper. And Comoros there with a real let-off. They completely lost him. It's a direct free kick, so he can go for goal, and it's picked up and scored, and there's the equaliser. And they are back in this. And it looks as though it's Ibrahim Aduja who's getting the congratulations on that far side. What a start to the second half from the home side Comoros. Well, it wasn't the most dangerous free kick from Benyud Youssef, but the goalkeeper Basagieri did not really deal with it. And the home fans finally have something to cheer. Comoros are in this World Cup qualifying campaign at the end of this first leg of qualifying for African Zone World Cup. It has finished. Comoros won, Togo won. Second leg to come on Tuesday. Comores, Togo, un but partout. Hervé Pisa, est-ce que ce match-là vous a convaincu? Il faut dire que j'ai suivi un peu le match, quand bien même c'est pas en direct, c'est sur YouTube. Il faut dire que les deux buts, pour moi, ne sont pas totalement clairs. Moi, j'ai vu des positions d'hors-jeu. Qu'à cela ne tienne, peut-être de par ma position sur le plateau, ici, je peux mal apprécier. Et j'ai vu dans un premier temps, même Fodo là-bas qui a fait un coup de tête, les défenseurs se sont arrêtés, Comoriens sont arrêtés. J'ai vu une position d'hors-jeu. Et puis, pour le but marqué, je ne sais pas pourquoi l'arbitre n'a pas donné de carton jaune au capitaine comorien, parce que vous savez qu'il a pris la balle de la main, et quand bien même il a pris la main, la balle a franchi la ligne de but, donc ils ont validé, mais j'ai pas vu le carton qui a été donné à ce joueur. Et aussi sur le coup franc accordé aux Comoriens, la frappe que relâche, c'est vrai, c'est une grosse erreur du gardien. Et ça, c'est vrai, on a tiré fort sur lui. Et il devait repousser d'une manière à dévier, en sorte à ce que ça ne... Qu'il n'y ait plus une reprise. Qu'il n'y ait pas de reprise. Et bon, cette balle-là aussi, pour moi, n'était pas aussi puissante pour qu'un gardien puisse quand même envelopper cette balle-là. Moi, je dirais que c'est une erreur de gardien. Mais la reprise aussi du joueur comorien me semble un peu une situation d'hors-jeu. Tout ça, je le dis parce que, comme je l'ai dit, de par ma position sur le plateau. Et pour revenir dans le commentaire, moi, je dirais que le jeu a été un peu haché. Et... c'est vrai, le dispositif tactique qu'a mis Claude Leroy, quand je regarde un peu, il a joué 4-5-1. Il n'y avait que Fodo là-bas qui a joué en pointe. Et
Moi, j'étais en train de voir un Bébou qui joue à Offline derrière directement Fodo là-bas pour pouvoir donner de très bons ballons. Et comparativement à Floyd Haïté qui n'a pas encore joué sa première balle de la saison, vous savez, depuis qu'il a quitté, enfin, après... comment l'appelle-t-on, les mercato, il est du côté de la Turquie, il n'a pas encore joué un match. Donc, pour moi, le joueur, le chouchou que j'aime bien, il n'est pas encore en pleine forme pour pouvoir adresser de très bonnes balles. Et il n'était pas vraiment. Je pense qu'il a été même remplaçant sur ce match. Il a été remplacé sur ce match parce qu'il n'était pas vraiment en forme. Et aussi du côté de la défense, je pense que nos deux latéraux n'ont pas le niveau. Il faut le dire clairement, ils n'ont pas le niveau parce que quand bien même l'équipe comorienne n'est pas une équipe aussi extraordinaire, parce qu'ils n'ont pas aussi de stars comme les éperviers. Oui, en les fait, éperviers. sur le papier, c'était une équipe très, très abordable pour les éperviers. Voilà, c'était une équipe abordable par les éperviers, surtout que les nôtres ont assez d'expérience en matière de 16 éliminatoires et choses. Donc, pour moi, logiquement, le Togo devait s'imposer un but à 0 ou 2-0 pour pouvoir quand même damer le pion ici. Mais avec cette défense, moi, ça me cause un problème. Et puis le dispositif tactique, il va falloir quand même que Claude Leroy revoie sa copie le mardi ici pour que nous ne soyons pas surpris par ces Comoriens. C'est vrai, ça a été un but partout. Et j'ai vu sur les réseaux sociaux, les gens disent que dans la déclaration de Claude Leroy et les autres éperviers, c'est bon pour eux, c'est de venir prendre la victoire ici. Nous sommes d'accord, mais il ne faut pas aussi être surpris parce que de la même manière, nous sommes allés marquer là-bas. Eux aussi, ils sont capables de marquer ici et de peut-être faire en sorte que nous ne puissions pas marquer parce que c'est dans le dispositif, nous sommes trop pressés, nous laissons nos arrières. Ça peut être fatal pour nous. Donc, moi, je pense que c'est vrai, notre équipe nationale souffre beaucoup. Et pour le moment, on n'est qu'à la phase préliminaire. Si même jamais on était qualifié pour entrer en poule, je ne sais pas avec qui. C'est vrai, on est une équipe jeune, mais ça va être un peu compliqué. Il y a eu dans le jeu, on peut parler d'un mauvais coaching. Bon, c'est ce que j'appelle les dispositifs tactiques parce que est-ce qu'on avait besoin de jouer un 4-5-1 ou on devait jouer un 4-4-2 pour permettre quand même de contenir correctement l'adversaire parce que quoi qu'on dise, c'est vrai. Mais est-ce qu'il y avait forcément les joueurs qui pouvaient faire un 4-4-2 à part Fodo là-bas en pointe? Y avait-il un autre qui pouvait le seconder? Bien sûr, pourquoi pas. Il a fait appel à on peut pas dire qu'aujourd'hui, donc, s'il n'a pas fait appel à Adebayor par rapport à son âge et qu'on soit certain, je pense que Floyd Haïté même, c'est un attaquant, il l'a souvent aussi utilisé. Donc, il pouvait utiliser Fodo avec Floyd en pointe. Et puis bon, le schéma est fait. Donc, je ne sais même pas pourquoi en deuxième partie, il n'a pas revu sa copie pour faire ainsi 4-4-2 parce que vous avez vu qu'en seconde partie, nous avons reçu beaucoup de la pression de la part de ces Comoriens. Bon, alors que quand vous regardez un peu l'ossature de cette équipe par rapport à leur niveau, c'est-à-dire que le niveau de club dans lequel ils jouent, ce n'est pas aussi ça avec les Togolais. Donc, nous qui sommes des habitués de la CAN et des préliminaires de la Coupe du Monde, je pense que, bon, on n'a pas... C'est vrai, ça fait un partout et on se dit le retour c'est chez nous, on va s'imposer. Mais en football, il ne faut pas forcément deux. Quoi. Alors, Fodo là-bas, buteur, également, on a vu ce coup de tête qui aurait pu faire mouche. Est-ce que c'est un joueur sur lequel il faut vraiment compter? Oui, je pense que moi, j'ai découvert ce garçon lorsqu'il était à Ange de Notier, sous Chris Dake. Et j'avais déjà à l'époque dit que ce garçon a de l'avenir. C'est vrai que c'est des garçons qui devaient partir très tôt en Europe ou qui devaient être vraiment utilisés avec des centres de formation. Et aujourd'hui, quand même, ce garçon, s'il était parti très tôt, il avait la chance de partir très tôt, il devait jouer le haut niveau. Et ce garçon, moi, je pense qu'il faut compter sur lui pour quand même pouvoir qualifier le Togo pour le match retour. Mais bon,
wait and see si c'est le même système que Claude Leroy va mettre sur place. Surtout que les Comoriens aussi, vous savez, ils ont tenu entre-temps en échec l'équipe du Cameroun. Et aujourd'hui, même quand je les ai vus jouer, je pense que, bon, l'entraîneur a gardé pratiquement la même ossature, mais les Togolais, dans l'entame du jeu, ont mis quand même le ballon le pied sur le ballon. Mais après, ce n'était vraiment pas ça. Donc, je crois que si c'est le même système, comme je venais de dire, il a mis Bébou sur le côté, si bien qu'il n'arrivait pas correctement à développer son jeu. Je préfère voir ce garçon-là et derrière directement l'attaquant pour pouvoir faire l'essuie-glace et avec sa qualité technique, pouvoir donner de très bonnes balles à Foudou là-bas dans le dos des défenseurs comoriens pour quand même que nous puissions avoir un résultat. Le miracle est possible le mardi prochain? Ben, ce n'est pas le miracle. Je pense que le Togo quand même doit s'imposer parce que quand vous comparez les deux pays, il n'y a pas match sur les catégories. Donc, si ce n'est pas, comme je l'ai dit aujourd'hui, l'entraîneur Claude Leroy, dans son système, je pense que le Togo allait quand même s'imposer. Pourquoi pas même 3-0 comment pour revenir. Bon, Dieu merci, il faut dire merci aussi au gouvernement qui à chaque fois fait des efforts parce que nous avons appris que le chef de l'État a affrété un avion pour qu'il puisse revenir rapidement par rapport à la récupération. Donc, j'ose croire que si demain déjà ils arrivent en terre togolaise et qu'ils commencent la récupération, ça serait bien pour une santé afin que le mardi, on puisse quand même aborder ce match-là et rentrer rapidement en poule. D'accord. On passe maintenant au second sujet. Nous évoquons donc cette grande purge des sélectionneurs après la Coupe d'Afrique des Nations. 13 sélectionneurs sur les 24 équipes participantes ont quitté leurs fonctions, parfois de plein gré, souvent après avoir été poussés vers la sortie. Les cas les plus emblématiques, on retiendra Alain Giresse, dernier sélectionneur en date à avoir officiellement rendu la clé de son casier. Le coach français de la Tunisie a rejoint Hervé Renard du Maroc, Xavier Aguirre de l'Égypte, Paul Put de la Guinée, Stuart Baxter de l'Afrique du Sud, Sébastien Mignet du Kenya, Ricardo Manetti de la Namibie, Sandé Shinzambwa du Zimbabwe, Sébastien Desabres de l'Ouganda, Florent Ibenge, RDC, Emmanuel Amunike, Tanzanie, Clarence Zidorf du Cameroun et Srijan Vasiljevic de l'Angola. Cette valse de départ après les CAN, c'est vrai que les équipes africaines nous habituent à ça, mais est-ce que c'est ça la solution? Quand on perd, quand on n'évolue pas bien en CAN, on change d'entraîneur? Je ne sais même pas quelle est la politique des gouvernants et aussi la politique des fédérations, des présidents de fédérations. C'est quoi le projet sportif d'un entraîneur? Pourquoi un entraîneur est-il recruté? Et est-ce que tout simplement aujourd'hui il faut dire que la clause principale, c'est que si vous ne qualifiez pas une équipe, quand bien même nous en Afrique, nous savons, bon, c'est vrai, vous avez cité pas mal de pays qui font le football professionnel en dehors de nous, le Togo. Et bon, je ne sais pas pourquoi les gens sont habitués. Quand vous regardez au cas par cas, c'est le limogeage de ces entraîneurs, il y a quand même des limogeages qui sont quand même... on va dire justifiés, mais par contre d'autres ne sont pas justifiés. Et donc je l'ai dit la dernière fois sur le plateau que ça dépend aussi du business, de la manière dont les entraîneurs viennent aussi au niveau des sélections. Il va falloir aussi que ces entraîneurs-là, et pour ne pas se faire humilier, parce que c'est comme la carrière d'un joueur. Pour ne pas être aujourd'hui au Togo, demain être au Cameroun, après être au Sénégal, et ainsi de suite. Ce n'est pas pour quand même étoffer ton carnet d'adresse, mais je pense qu'il y a ce qu'on appelle le palmarès d'un entraîneur. Il faut positiver les choses. Quand vous prenez une équipe, il faut gagner des coupes, il faut gagner plein de trophées. Est-ce que vous voyez? Donc, je pense que c'est aussi un problème au niveau des gouvernants et au niveau des présidents de fédération. Peut-être pour moi, qui n'ont pas assez d'ambition ou bien qui n'ont pas assez de vision, bon, on tombe pif, ou bien on ne se met pas d'accord sur la manière dont cet entraîneur est venu.
Bon, ou bien dans le bureau, on n'est pas unanime à la venue de l'entraîneur. Mais bon, dès que ça commence par cafouiller, il faut trouver rapidement une porte de sortie à l'entraîneur. C'est quand même dommage, comparativement à chez vous, le Togo. Nous, au Togo, ici, je pense que les résultats ne suivent pas, mais l'entraîneur est encore là, dur comme un roc. Voilà. Mais en même temps, c'est vrai, vous l'avez dit, il y a de ces entraîneurs-là. Par exemple, l'entraîneur égyptien, le meilleur salaire d'entraîneur de l'Afrique, mais qui n'a rien foutu quasiment avec l'Égypte. Oui, vous savez, moi je dirais que le football professionnel et l'Égypte, pratiquement, aujourd'hui, l'Égypte est en train de... Vous voyez, après que le président de la fédération démissionné, l'équipe, enfin, le staff aussi démissionné, bon, qui pour mettre en bonne place, mais bon, il y a aussi le salaire. Ce n'est pas seulement au niveau de l'Égypte de l'autre côté, vous avez aussi le salaire du côté du Cameroun. Ça aussi, ça fait jaser un peu, ça n'a pas mis totalement d'accord les acteurs du football camerounais. Donc, bon, franchement, je pense qu'il va falloir quand même, c'est vrai par rapport au salaire, lorsque vous avez une équipe correcte, il faut aller au cas par cas. Si vous essayez de faire ceci, voilà, on va vous augmenter votre salaire, s'il y a ceci. Il faut aller dans ce sens-là, que de ne pas prendre un entraîneur... bon, à l'époque, par exemple, Claude Leroy qui venait ici, c'est vrai, c'est un entraîneur emblématique, il a fait ses preuves. Donc, nous avons acheté le nom. On n'a pas acheté ce qui est à l'intérieur. Et c'est le résultat que nous avons aujourd'hui. Je pense que pour certains entraîneurs aussi, quand vous regardez les parties Kluivert, bon, c'est des amis de Eto'o. Bon, c'est le nom. On a connu des joueurs assez intéressants qui ont parlé d'eux-mêmes. Vous prenez les Alain Giresse et consorts. Tout ça, là, c'est comment l'appelle-t-on? C'est des produits français qu'on essaie de vanter. Les Français eux-mêmes, ils essaient de vanter. Et puis, nous-mêmes, je l'ai dit, Samuel, nous-mêmes, sur notre continent, nous ne faisons pas la promotion de nos entraîneurs. Nous ne veillons pas, l'État ni les fédérations n'ont pas de la vision. Et puis, je dirais aussi que les joueurs, par exemple, je prends le cas de Adebayo Sheyi aujourd'hui, est-ce qu'il a une ambition d'embrasser la carrière d'entraîneur et d'être sérieux, et commencer quelque part et tout ça? Bon, donc vous voyez, ça dit qu'il faudrait que les joueurs eux-mêmes se mettent en valeur pour dire qu'après la carrière du joueur, voilà ce que je vais embrasser pour pouvoir rendre service à mon pays. Donc, je pense que le fait qu'il n'y a pas assez de sérieux fait que, bon, nos dirigeants n'ont pas tout à leur confiance à nos compatriotes, ou bien le facteur pécunier fait que, bon, on s'est dit qu'il faut aller regarder un blanc qui plutôt va me donner quelque chose derrière le rideau que de prendre un noir qui, par après, peut-être parlera à des joueurs et puis, bon, on se moquera de moi. Mais cette logique, quand même, est aujourd'hui démentie parce que quand on voit le champion d'Afrique en titre, il est entraîné par un local. Même le vice-champion, c'est un local qui est l'entraîneur. Et donc, les entraîneurs locaux font également leurs preuves. Oui, mais il faut dire que vous pouvez parler de l'Algérie. Un travail a été fait par des entraîneurs que vous connaissez français qui sont partis. Bon, vous savez ce que j'ai dit, on ne prend pas un chien aujourd'hui pour l'amener à la chasse. Donc, il faut avoir de la vision. C'est pourquoi j'ai dit pour mon pays, je veux toujours qu'il y ait de la promotion de la jeunesse, le football des jeunes et tout ça pour pouvoir en aboutir à quelque chose. On ne va pas quand même se focaliser sur les seniors et puis bon, dès que après 2 ans, 3 ans, on devient parent d'élèves et puis on ne peut plus être productif. Donc, c'est un travail des 2 pays que tu viens de citer, c'est un travail qui a été fait à ce niveau-là et voilà le produit que ça donne. Les marais et consorts, c'est des purs produits. Vous voyez comment ce n'est pas l'entraîneur actuel qui les a moulés. Donc, c'est un travail en amont qui a été fait et un travail de groupe qui est resté. Et donc, le résultat, sur quel que soit, c'est comme Zinedine Zidane qui était parti en son temps, il a raflé les trophées. C'est que les José Mourinho et consorts, ils avaient préparé ces joueurs. C'était des stars, c'était déjà cuit. Et donc, il suffit tout simplement que vous ayez une lumière, vous ayez une très bonne communication entre les joueurs et qui font le résultat, ça suit. Dernier sujet, nous parlons du PSG, ces stars qui affrontent le Real Madrid. Ce sera le 18 septembre prochain. Le Paris Saint-Germain affrontera le Real au parc et sans Mbappé, Cavani blessé, Neymar suspendu. Hervé Pisa, c'est un PSG tétraplégique qui affronte le Real aussi pas si en forme que ça. Oui, bon, il faut dire, je pense que Samuel, nous avons commenté un peu sur cet aspect.
Le PSG a un sérieux problème pour rentrer quand même dans la danse de ces Champions League. Et bon, ils sont passés des services du Picardie, je crois, qui vient du côté de Juventus. Là. Et bon, ma foi, quand vous regardez aujourd'hui la prestation de cette équipe au détriment, c'est-à-dire que le fait que ces stars que sont Cavani, Mbappé, Neymar, bon, je ne sais pas, Neymar aujourd'hui, jouera-t-il, je ne jouera pas. Bon, on ne sait pas, c'est vrai, l'individu lui-même, je l'ai dit, il n'a plus l'amour du PSG. Et lorsque vous êtes dans un groupe où vous n'avez pas l'amour, vous ne faites pas les choses à 100%. Donc, je pense que le PSG a de sérieux problèmes. D'abord, au niveau du championnat, vous avez vu la manière dont ça joue. Ce n'est vraiment pas ça. Et Thomas Tuchel, je ne sais pas comment est-ce qu'il va faire le 18 septembre. Mais il faut dire aussi, comme Samuel, le Real de Madrid aussi, qui n'est pas de Zidane, qui n'est pas aussi en forme. Et ils n'ont pas fait de recrutement en tant que tel. S'il y a beaucoup de vétérans dans cette équipe de Real. Et bon, c'est vrai, beaucoup de vétérans, mais assez d'expérience. Je l'ai dit l'autre jour, peut-être même si Cavani, Mbappé n'étaient pas aussi blessés, quoi qu'on dise, c'est des équipes qui sont avisées. C'est des équipes qui ont ces compétitions-là dans les jambes, et donc l'expérience des autres équipes, ils en ont. Et bon, quand vous regardez au milieu de terrain aujourd'hui, Luka Modric et Toni Kroos, ce n'est vraiment pas ça. Quand vous les prenez aujourd'hui, ils sont pratiquement en dessous de leur moyenne, pratiquement même à 40% de ce qu'ils donnaient par le passé. Donc, je crois que le 18 septembre, on va assister à un match sans des stars, que ce soit du côté du PSG ou du côté du Real. Mais bon, l'expérience ou, comment on va dire ça, le hasard va quand même donner vainqueur une des deux équipes. Hervé Pisa, merci d'être passé. C'est moi qui vous dis merci. On marque la pause et le journal tout de suite après, Regard croisé.